Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous savoir toujours nombreux à nous regarder tous les matins. C'est la matinale de l'information sur votre chaîne internationale, canal de Info. Au sommaire de l'actualité ce matin, nous allons parler une fois de plus du Burundi avec cette alerte qui, cette fois-ci, est tirée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui revient sur les arrestations et les détentions arbitraires au Burundi. Nous parlons également du Niger avec cette autre arrestation d'officiers et sous-officiers qui seraient impliqués dans une tentative de coup d'État. La RCA nous intéresse également ce matin avec la MINUSCA, accompagnée bien évidemment de certains ambassadeurs qui sont allés dans le fief de Noureddin Adams pour rassurer les populations que la présidentielle du 27 décembre va donc se tenir. On parlera aussi de la France avec ce pacte républicain qui est en voie d'être signé entre François Hollande et certains hommes forts de Nicolas Sarkozy, à l'instar de François Fillon, l'ancien Premier ministre, et Jean-Pierre Raffarin, l'ex-premier ministre du temps où Jacques Chirac était président de la République. Et pour développer cette actualité ce matin, des personnes que vous connaissez déjà, Patrick Christian Dobo, bonjour. Bonjour Louis Roger et bonjour à nos téléspectateurs. Très bien réveillé ce matin. Écoutez, on essaye autant que cela se peut de se réveiller. On est debout très tôt, on se couche très tard. Et tant que cela peut servir à rendre un peu plus avec nos téléspectateurs ce que nous avons pu cerner de cette actualité, de ces contours, en tout cas on le fait avec plaisir. Elie Smith, bonjour. Bonjour Louis Roger et bonjour à Christian Dobo. Aujourd'hui, très bien dormi aussi. Oui, bon, on essaie de dormir un peu. Même si de temps en temps, on doit être au fait de l'actualité, on doit zapper partout pour essayer de savoir ce qui se passe à travers le monde. Exactement. Alors, je voulais qu'on commence tout de suite avec le Burundi, qui revient encore au devant de la scène. On a le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme qui se plaignait que l'ONU n'a pas pris disposition à temps pour éviter cette boucherie humaine qui s'est produite il y a quelques jours au Burundi. Mais cette fois-ci, l'ONU se réveille et dénonce les arrestations et les détentions arbitraires. Alors, comment analysez-vous ce petit ping-pong? Bon, écoute, ça fait mal, hein, parce que je pense que l'ONU n'a pas appris des choses qui ont eu lieu il y a 21 ans au pays voisin, le Rwanda. Je crois que nous avions parlé ça hier. Et aujourd'hui, que le Haut Commissariat se réveille. Et c'est quand même bien parce que le Haut Commissariat des Nations Unies, c'est une branche des Nations Unies. C'est quand même bien qu'au sein de ce mécanisme des Nations Unies, il y ait quand même des voix discordantes et que ils mettent la pression pour que l'ONU puisse agir. Moi, je pense que ce qui arrivera au Burundi est que si rien n'est fait, on va avoir malheureusement encore des massacres à grande échelle qui a d'abord commencé. 89 ou 90 personnes, c'est déjà beaucoup. Même une seule personne qui perd une vie, c'est très valable. Je crois que c'est là où je pense que Christian Dobo a un peu raison en disant que la communauté internationale, parce que je voudrais exclure les pays africains parce que ce sont des irresponsables, mais la communauté internationale qui doit intervenir, c'est tout. Ils ont la capacité de détecter les dérives, même quand ça a déjà commencé, mais ils ne font rien. Donc je crois qu'ils sont responsables de ce qui se passe au Burundi et ils le font, malheureusement, je pense, à dessein. Voilà. On parle pratiquement de 450 arrestations arbitraires au mois de novembre et 400 au mois d'octobre, si on s'en tient à ces rapports qui sont publiés. Mais les gens voudraient savoir véritablement si ce chiffre est exact. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ces chiffres ne sont pas corrects, Patrick Christian-Dobo? Écoutez, c'est bien difficile dans une situation comme celle-là où des partis pratiquement s'affrontent d'avoir l'exactitude des chiffres. Il y a des chiffres officiels qui sont donnés par le pouvoir en place. La rébellion ou alors les organisations non gouvernementales opposées, il faut le dire de manière claire, au régime en place, donnent aussi des chiffres. Donc ça devient une espèce de ping-pong dans ces affirmations, ces chiffres et autres qui sont donnés. Mais une chose est certaine, c'est qu'au-delà de la différence au niveau des chiffres, un problème se pose et qui est réel. Celui finalement
de ces assassinats, celui du décompte macabre, n'est-ce pas, de ces corps dans les rues de Bujumbura. Vendredi dernier était encore l'illustration plus que parfaite, n'est-ce pas, de cette situation de crise qui va vers son paroxysme, avec environ 90 morts décelés. Sur ce plan-là, presque tout le monde s'accorde sur ces victimes de vendredi dernier. Et dans ces circonstances-là, il va de soi qu'en fonction du camp auquel on appartient, on peut brandir des chiffres, soit pour infléchir l'impact ou alors la gravité de la situation, ou même alors pour lui donner davantage, un peu plus de profondeur. Mais on reste toujours attristé devant cette attitude des Nations Unies. C'est vrai aujourd'hui que le Haut Commissariat prend les devants pour tirer une sonnette d'alarme, qui, à mon sens, est comme une porte déjà entrouverte. On n'a pas besoin de se mettre du côté du Haut Commissariat pour venir tirer une sonnette d'alarme d'une situation qui, depuis pratiquement 4 mois, défraie la chronique, aux yeux et au vu de tout le monde. Qu'on aime ou pas Kourouziza, il est attaqué par des rebelles. Qu'on aime ou pas les rebelles, il y a des victimes dans les populations. Les quartiers hostiles au pouvoir sont les plus ciblés dans cette répression-là. Qu'on le veuille ou pas, il y a des camps de rebelles qui sont entraînés du côté du Rwanda. Qu'on le veuille ou pas, on refuse la médiation qui vient de l'Afrique, notamment avec l'Afrique de l'Ouest. Qu'on le veuille ou pas, les États-Unis disent qu'ils vont soutenir l'Ouganda qui peine à mettre sa médiation. Qu'on le veuille ou pas, les Nations Unies sont en train d'échouer une fois de plus sur ce coup-là. Alors, Elie, hier, nous parlions déjà de cette absence de la communauté de l'Afrique de l'Est de pouvoir gérer cette situation de crise. Mais voilà que quelques jours après, c'est le ministre de la coopération régionale, Philémon Mateke de l'Ouganda, qui reprécise, qui reclarifie nos idées ici en disant qu'il y a une réunion qui est en vue, mais que la difficulté, même si la date n'est pas encore connue, la difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à repérer tous ces acteurs du dialogue bien souhaité. Certains sont en France, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont éparpillés. Alors, n'est-ce pas là une autre difficulté qui empêche à ce que ce dialogue souhaité par la communauté internationale puisse véritablement réussir? Exactement, c'est ça le plus difficile, parce que les vaillants messieurs et dames qui se mettent en route contre Pierre Nkurunziza sont comme s'ils étaient invisibles. Ça ressemble un peu au commando invisible de Bobo que contre Laurent Gbagbo. Mais on peut rire, mes chers amis, mais ça fait mal, parce que nous, les Africains, on se plaint. Je crois que c'est le grand frère Binji Rabier qui a dit ici qu'on parle de la corruption. Nous-mêmes, nous sommes les architectes de nos propres chutes. Parce que ce sont des erreurs que Pierre Nkurunziza a commises, que la communauté internationale ou les autres, qui sont entre guillemets des prédateurs, utilisent pour nous mater, pour nous ridiculiser. Je pense que pour la paix au Burundi, la paix n'a pas de prix. Il faudra que ces individus se fassent connaître. Parce que je sais, ils ont peur, mais qu'ils se fassent connaître, qu'ils se fassent identifier, et ils auront toute la sécurité. Et je pense aussi que Pierre Nkurunziza, quel qu'en soit le cas, je pense qu'il ne faut pas qu'il cède à la pression de son entourage. Et je pense aussi que si la négociation commence, il serait prêt de faire des concessions. L'essentiel, c'est qu'il y ait la paix. Le pouvoir ne doit pas faire un peu comme Alassane Dramane Ouattara, qui avait juré que tant qu'il n'est pas président de la République, il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire. Et il est devenu le président. En ce qui concerne le Burundi, oui, il y a l'erreur majeure que Pierre Nkurunziza a commis, mais il faudra maintenant qu'en face de Pierre Nkurunziza, qu'on n'a pas seulement de l'air, mais qu'on a, ou des esprits, mais qu'on a des gens avec lesquels on peut discuter, voir si c'est possible d'avoir peut-être même une transition et de voir comment peut-être réorganiser une élection au Burundi. Voilà, surtout que ces opposants, la maman de Dieu, se présentent, qui est quand même des noms et des figures, et c'est là dont le véritable problème Patrick Zandobo, parce que finalement on ne sait pas avec qui Pierre Nkurunziza se fera-t-il négocier, et c'est encore là une énigme. Oui, voilà véritablement quelque chose qui peut être considéré comme une énigme, lui, Roger. Ce qui pourrait d'ailleurs amener les partisans de Pierre Nkurunziza à penser que on pourrait même imaginer que ces rebelles-là, ces assaillants-là, ne soient pas des Burundais. Parce que jusqu'ici, ils n'ont pas le courage de faire visage, tout au moins même étant à l'extérieur.
d'avoir le courage de dire, s'ils craignent pour la sécurité Pas étant de au communiquer Burundi, comme ça se fait partout voilà, s'ils ailleurs, craignent pour la sécurité rien étant au du tout. Burundi, ils peuvent le faire ailleurs. Au Rwanda où il y a des bases, pourquoi ne pas communiquer, sauf à vouloir dénicher une certaine complicité avec le régime de Kigali. Ils peuvent aller ailleurs. Il y a la Belgique qui leur offrirait bien un statut de réfugié, la Belgique très impliquée dans cette situation-là. Ils peuvent aller communiquer ailleurs et revendiquer clairement ce qu'ils entendent pour le peuple burundais, ce qu'ils entendent, parce que moi j'ai bien peur que la situation du Burundi, même si elle est déclenchée par cet entêtement du président Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat, que la situation du Burundi soit le départ de Nkurunziza ou rien. Et après le départ du Nkurunziza, quel est le programme? Qu'est-ce que vous proposez aux Burundais? Quelle est la stratégie que vous mettez en place pour une éventuelle réconciliation? Qu'est-ce que vous proposez de manière concrète pour que le pays sorte de cette impasse? Nkurunziza, c'est un homme, même naturellement, il peut tomber. Mais est-ce que c'est l'homme qui fait problème véritablement quand on sait qu'il y a un système qui entoure l'homme? Et parfois, on a l'impression qu'on touche les problèmes par leur périphérie et finalement, on plonge le pays dans une situation beaucoup plus chaotique qu'elle ne l'était avant. Donc, que ces opposants-là se manifestent, voilà des opportunités de négociation qui sont là sur le plancher. Une chose est certaine, c'est que le régime de Pierre Nkurunziza actuellement est vraiment à l'étroit. Et il me semble que de manière assez, même dans un instinct de survie tout à fait naturel, une porte de sortie, une négociation serait de bon ton actuellement pour ce régime-là, quitte à se maintenir, mais en cédant une parcelle de son pouvoir dans une espèce de gouvernement d'union nationale ou bien de dialogue national. Aujourd'hui, je suis sûr que même la communauté internationale qui demandait le départ de Nkurunziza est prête à accepter le maintien de Nkurunziza, mais dans une large ouverture qui ferait participer les opposants à la marche du pays jusqu'à une prochaine échéance. Surtout des opposants qu'on ne connaît voilà, pas jusqu'à mais présent. le fait de ne pas savoir qui sont les protagonistes en face, tout ce qu'on reçoit, c'est les roquettes, c'est les obus, les grenades, et des attaques ciblées, et puis finalement on ne sait pas qui se cache derrière tout cela. Et voilà pourquoi quelques partisans de Nkurunziza disent le voisin rwandais est très soupçonné dans cette situation. Même si notre ami Agathon Rwasa depuis ne parle même pas du tout, on espère qu'à un moment donné il pourra se prononcer pour peut-être que lui aussi il a du mal à voir qui est en face. Peut-être qu'il a du mal à voir qui est en face. Peut-être lui aussi, il a peur que s'il parle on va le tuer. C'est une éventualité aussi. Il est quand même l'opposant farouche depuis plusieurs années de Pierre Nkurunziza, donc il ne devrait pas avoir peur aujourd'hui dès lors qu'il a une parcelle de pouvoir qu'il gère. Il est quand même vice-président de l'Assemblée nationale. Oui, il est vice-président de l'Assemblée nationale. Je voulais rebondir sur quelque chose que Christian a dit, que la Belgique offre l'asile politique. Oui, la Belgique donne ça parce que la Belgique respecte les droits de l'homme. La Belgique, mais parce que ces mêmes individus-là, s'ils venaient dans un pays africain pour se réfugier, le pays africain va livrer ça directement à la vindicte. Mais qu'ils aillent donc en Belgique et qu'ils s'expriment ouvertement, oui, puisque là-bas, qu'on sache à qui on a affaire, qu'on les identifie et que finalement on ait même l'argumentaire pour faire pression sur le régime de Nkurunziza, si cela est possible. Même en Belgique où ils peuvent avoir ce droit d'asile, pourquoi ils n'y vont pas? C'est ça la question. Je veux aussi dire notre bémol. Il faudra qu'on ne dise pas toujours que c'est un système qui aide Pierre Nkurunziza. C'est l'individu elle-même. Regardez par exemple, tu lis les mémoires d'Abdou Diouf. Quand Abdou Diouf a perdu les élections en 2000 face à Wade, il a dit ceci: je n'ai pas informé mon ministre de l'Intérieur, je n'ai pas informé ma femme. J'ai pris ma décision seul. Donc, il avait l'intention de respecter la constitution de son pays et respecter le verdict populaire et parti. C'est la même chose avec Goodluck Jonathan. C'est la même chose avec tout le monde qui les ont. Si vous voyez un chef d'État africain rester au pouvoir et venir vous mentir que c'est l'entourage, non. C'est lui-même qui veut rester au pouvoir. Justement, Elie, donc Pierre Nkurunziza veut détruire. D'accord, Elie, nous sommes d'accord. Et la question aujourd'hui est celle-ci. Est-ce qu'on est rassuré sans avoir d'interlocuteur en face que même un effet naturel qui entraînerait la disparition de Nkurunziza ne va pas avoir un système déjà ancré au-delà de Nkurunziza, parce que c'est une éventualité que Nkurunziza soit obsédé par le pouvoir, mais ça ne peut pas exclure le fait que le système de Nkurunziza soit peut-être celui-là qui lui met de la pression. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il ne soit pas victime de la pression de son système. Là où je suis d'accord avec vous et que j'ai peur que si quelqu'un Nkurunziza meurt aujourd'hui, on va avoir le génocide au Rwanda. Et sans interlocuteur, on va rester dans un chaos. C'est sa faute. Voilà, sans interlocuteur surtout. Et ça va nous rappeler un peu ce que le président Biya disait à un moment donné, qui sont-ils
hein, ces apprentis sorciers. Donc on peut dire qu'ils sont des apprentis sorciers qui sont tapis dans l'ombre au Burundi et voudraient que le pays sombre dans le chaos. Alors le Niger est également au cœur de l'actualité ce matin avec des officiers qui ont été interpellés. Semble-t-il, si on s'en tient aux dernières informations, qu'une tentative de coup d'État a été déjouée, Patrice Sandoro. Oui, c'est des informations qui viennent de Niamey. C'est une affaire qui faisait déjà son petit chemin dans les couloirs de la rumeur. Et vous savez bien que le Niger est un pays par excellence minier, avec des richesses là-bas. Une présence comme celle d'Areva, qui a d'ailleurs fait l'objet de beaucoup de polémiques dans le renouvellement ou le retrait des concessions qui avaient été faites. Quand on sait comment cette entreprise, par exemple française, fait quand même les choux gras de la presse là-bas, et même au-delà du Niger, dans la sous-région, le président Issoufou, candidat à sa propre succession, finalement, est aussi parmi les pays qui font face à la menace Boko Haram. Le Niger est bien implanté dans cette alliance ouest-africaine, sahélienne, qui aujourd'hui s'est regroupée avec le Tchad et d'autres pays pour combattre Boko Haram. Le Niger, au-delà de cette alliance, est victime, comme le Tchad, le Cameroun, n'est-ce pas, des incursions et des frasques de Boko Haram. Mais le problème au Niger aujourd'hui se pose au niveau, n'est-ce pas, de la gestion de la manne minière. Il faut le dire clairement. Beaucoup d'opposants reprochent au président Issoufou d'avoir fait un peu trop de faveur à la France et d'avoir permis un retour en puissance de la France alors qu'on croyait, n'est-ce pas, qu'il allait avoir un certain nombre de restrictions au profit de l'État. Et puis deuxièmement, vous avez bien entendu ce scandale autour des bébés volés et des trafics d'enfants qui impliquait quand même l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dû se mettre en exil et revenu récemment et puis qui a été arrêté. Cela a fait naître davantage encore une espèce de tension dans l'environnement politique. Et je peux vous dire que ce président de l'Assemblée nationale a des partisans, autant dans l'opposition qu'au sein même de l'appareil qui gouverne le Niger. Alors, est-ce qu'il faut relier cette tension autour du retour du président de l'Assemblée nationale arrêté et ces officiers qui sont finalement soupçonnés d'entretenir un coup d'État ou bien de fomenter un coup d'État? Je ne sais pas si directement on peut y aller, mais ce sont les faits qui démontrent quand même à suffisance qu'il y a une espèce de tension qui couvre au Niger à l'approche de cette élection présidentielle. Alors, je voudrais également, à votre suite, dire que est-ce que ce n'est pas ces élections qui sont organisées, qui sont en vue et qui permettent aujourd'hui au président de monter ce petit machin, entre guillemets, peut-être pour montrer qu'il gère la situation? Oui, c'est peut-être possible, mais il faut aussi savoir que le Niger a l'armée nigériane, depuis la fin du parti unique ou de la dictature, est une armée qui est républicaine. C'est une armée que j'adore en Afrique francophone parce que tout président du Niger qui ne veut pas respecter la Constitution est soit tué ou soit renversé et on organise une élection démocratique. Donc maintenant, est-ce que, quand je comprends mon ami Christian dit, est-ce qu'il veut dire qu'il y a une conspiration française dedans? Je ne sais pas. Mais je veux aussi croire que peut-être le président Mamadou Issoufou veut peut-être monter la mayonnaise et peut-être en termes d'élections qui arrivent pour faire peur aux gens en disant que non, regardez ces militaires-là, ils veulent me chasser au pouvoir parce qu'il y a le président de l'Assemblée nationale qui était son ami, qui est devenu aussi aujourd'hui son rival. Et moi aussi, j'encourage et je félicite le courage de ce monsieur qui est rentré et s'est fait prisonnier, c'est une bonne chose. Donc, mais ma peur est que si Mohamed Issoufou a une tendance un peu comme son prédécesseur pour vouloir tripatouiller la constitution du Niger, qu'il s'attende qu'il y aura un coup d'État. Parce qu'au Niger, vous avez vu ce que M. Salif Diao avait fait, la mort de Baré Maïnassara et tout ça, et le dernier, j'ai oublié un peu son nom, qu'on a renversé, qu'on a organisé une élection. Donc je pense que le Niger a cette tradition que l'armée nigérienne intervient toujours quand les hommes politiques veulent peut-être tripatouiller la Constitution. Donc, mais je soupçonne fort bien que c'est une mayonnaise montée de toutes pièces ou préparée de toutes pièces par le président Mohamed Issoufou en vue des élections qui arrivent. Alors, il y a également un autre élément qu'il faudrait que l'on mette dans ce registre qui est ces coups de feu qu'on aura entendus dans le chantier de construction du siège de la nouvelle présidence de la République. Est-ce que cela
pourrait occasionner l'arrestation quand même de certains sous-officiers de l'armée de l'air et de l'armée de terre? Bon, écoutez, avant rapidement de revenir sur ce fait-là, il faut juste préciser à Elie que, tout au contraire, la France n'a pas intérêt à se retrouver dans une quelconque conspiration actuellement au Niger, parce que tout lui est pratiquement accordé sous le régime du président Issoufou. Les mines, Areva a vu son contrat revenir, donc sauf à vouloir se tirer une balle dans le pied, il serait de bon ton pour la France, n'est-ce pas, de garder ce statu quo. Donc sincèrement, loin de moi l'intention de voir une France dans une quelconque conspiration. Tout au contraire, parlant aussi du président de l'Assemblée nationale, c'est bien qu'il soit revenu pour se constituer en prisonnier. Lui aussi, il fait usage là d'un relent politique avec une vision, parce que se constituer en prisonnier actuellement, ça rehausse son image. J'aurais bien voulu qu'il ne s'enfuit pas et qu'il réponde devant la justice au moment où les faits étaient chauds sur ce trafic d'enfants qui implique son épouse quand même. Donc il aurait été préférable pour lui de ne pas attendre 2 ans après et de revenir en martyr, alors qu'il aurait pu répondre directement devant la justice, sans toutefois dire qu'il est coupable. Mais on constate quand même qu'il a fui en tant que président de l'Assemblée nationale, et 2 ans après, il revient en martyr. Je pense pas qu'on pourrait... Et puis il n'a plus peur actuellement, la même sécurité pour laquelle il avait peur. Peut-être qu'en France, on l'a rassuré. Il est allé chez le mentor se faire rassurer que non, on n'aura pas atteint. Voilà pour toujours cette dépendance. Alors pour revenir à la question de Louis Roger, oui, ces officiers qui sont arrêtés font quand même partie de la crème. Ils sont des officiers supérieurs avec des responsabilités. Donc forcément, quelques-uns sont impliqués dans un certain nombre de gros chantiers ou de grosses œuvres qui se déroulent actuellement au pays. Et que dans une situation comme celle où, je vous ai dit, il y avait une rumeur qui courait quand même dans les couloirs d'un coup d'État, certainement, c'est des officiers qui sont informés de ce qu'ils sont suivis. D'ailleurs, officiellement, on dit que c'est des officiers qui étaient suivis dans leurs faits et gestes depuis des mois. Et donc, voilà certainement qu'ils ont été avisés de ce qu'on venait les interpeller. Il y a peut-être eu des échauffourées. Ça peut signifier, ça peut peut-être permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on a entendu des coups de feu par là. Mais Dieu merci, on ne fait pas état de victimes quelconques. Jusqu'ici, ce ne sont que des interpellations qui ont eu lieu. Ces officiers supérieurs, parmi lesquels le commandant quand même de l'aviation du Niger, qu'on sait que cette aviation a fait du bon travail à la frontière quant à la lutte contre Boko Haram. Donc il y a quand même une certaine tension parce que c'est des officiers supérieurs avec des responsabilités au sein de l'armée qui ont quand même été interpellés. Je voudrais qu'on parle à présent de la République centrafricaine avec ces élections générales qui vont se dérouler le 27 décembre prochain et surtout de la présidentielle avec 30 candidats sur la ligne de départ. Il y a la MINUSCA avec en tête son chef et ainsi que certains ambassadeurs qui sont allés rassurer les populations dans la région de l'Est qui étaient prises en otage par un certain Noureddin Adams. Alors, est-ce que cette descente pacifique, parce qu'il faut pas dire musclée, dans le fief de Noureddin n'est pas là une façon de dire aux Centrafricains que n'ayez pas peur, sortez massivement le 27 pour désigner votre président de la République? C'est du saupoudrage. Pour moi, je trouve que la communauté internationale, en dehors de saupoudrer les Centrafricains, leur roule constamment dans la farine. Donc, au lieu d'aller dans le fief de la République de Logone, soi-disant Noureddin Adam, c'est sa République qui veut crier, il faudra qu'on a dit ici à longueur de journée et à longueur de plateau de débat qu'on fait ici, la communauté internationale doit respecter ses engagements financiers vis-à-vis de la République centrafricaine. Deuxièmement, ils ont raté, parce que les élections vont avoir lieu, faire que les élections en République centrafricaine soient des élections inclusives, que tous les acteurs y prennent part. Maintenant, ils prennent leurs avions, leurs 4x4, ils vont maintenant regarder, te moquer des gens de la République là-bas dans le Logone où ils sont allés à l'est de la République centrafricaine pour les voir. Je trouve que c'est du grand n'importe quoi. C'est de l'argent gâché. Pour moi, je trouve qu'ils ont faussé tout. Il y a un faux départ. Les élections auront lieu, mais il n'y aura pas de paix en République centrafricaine. Alors, on parle même de cette zone qui sera exempte d'armes. C'est un peu ça la parole de du représentant de la MINUSCA qui s'est déplacé avec quelques ambassadeurs dans ce fief de Noureddin Adam. Alors, est-ce que ces propos seront traduits en fait? Écoutez, Louis Roger, j'ai bien envie de me prendre à rêver du contraire, que ces propos-là soient traduits en fait. Parlant de Noureddin Adam, j'espère que sa République du Logone ne va pas contaminer notre Logone et Chari ici,
qu'il se contente de ses velléités, de ses intentions de ce côté-là. Et malheureusement, je suis bien obligé de constater que ces intentions et ces velléités-là lui sont servies sur un plateau par un échec cuisant de l'ONU dans sa mission en République centrafricaine. On parlait encore de l'impact même de ces missions sur le territoire africain. RDC, le plus gros contingent de l'ONU, du côté du Mali. J'ai du respect pour ces officiers en mission en tant que casque bleu qui tombent sur le coup des balles de ces affrontements dans cette mission sécuritaire. J'ai du respect pour ces fonctionnaires, en tout cas pour ceux qui sont naïfs dans le bateau et qui, corps et âme, se vouent à leur tâche, en tout cas celle qui leur est confiée dans ces missions onusiennes. J'ai vraiment du respect pour ceux qui se donnent corps et âme avec vraiment un esprit pur pour que ces missions-là soient effectivement dans leur rôle. Mais malheureusement, on est bien obligé de se dire qu'on doit pouvoir revoir en profondeur même l'objectif et l'opportunité de ces missions, tant on peut s'imaginer combien elles coûtent, n'est-ce pas, aux différents contribuables de l'espace planétaire, tant on peut aussi voir en termes de gâchis ce que cela représente quant à l'atteinte des objectifs qui sont assignés à ces missions. Cette descente dans le nord-est de la République centrafricaine, je l'appelle encore ainsi en attendant que Noureddin Adams ne fasse finalement une vraie démonstration de force. J'estime que l'ONU et tout ce qui va avec sont descendus dans cette région-là pour une démonstration de force, une exhibition de muscles, mais inopportune. Inopportune parce que nous sommes à combien de jours de l'élection? Les problèmes fondamentaux autour de l'enrôlement des électeurs, de la sécurisation, du désarmement, tout ce qui était cité en début de cette mission onusienne, est-ce qu'on peut faire un bilan aujourd'hui et se dire qu'on a avancé sur un pas? Il me semble que non. Tout ce qu'on fait, c'est de donner bonne conscience à ceux qui ont décidé que la mission soit là et de se dire qu'on avance. On voit quand même un rebelle qui, on sait où il est, on a une mission avec beaucoup d'hommes de casques bleus et qui nargue carrément le monde entier en disant vous faites votre affaire là-bas, chez moi ici le nord-est, j'en suis le patron et d'ailleurs voilà ma république, voilà mon drapeau. C'est quoi cette démonstration de force? À quoi ça sert? Vous allez tourner le dos avec les 4x4 et tous les chars et autres que vous avez emportés pour ces démonstrations de force. Pendant ce temps, on va assassiner dans les villages et autres les pauvres centrafricains. Il me semble que ce n'est pas sérieux. Et malheureusement, je le répète avec beaucoup de respect pour ceux qui se tombent corps et âme dans ces missions-là. Parce qu'il y en a qui vraiment sont à la tâche, peut-être même au prix de leur vie. Certains militaires, certains de nos compatriotes même qui tombent sur le champ de guerre, on leur doit du respect, mais malheureusement, on ne sait pas si la stratégie qui est pensée en haut est une stratégie qui va avec les idéaux qui sont présentés. Et sur le cas d'espèce, il faut refaire les comptes de la mission de l'ONU en République centrafricaine. Alors, on ne va pas revenir, bien évidemment, sur ce que nous avons longuement dit sur cette mission des Nations Unies en République centrafricaine. C'est une force qui n'a pas de force. On l'a déjà dit ici à plusieurs reprises sur ce plateau. Je voudrais également que nous allions du côté de la Côte d'Ivoire où Pascal Affi-N'Guessan prend la parole après les dernières élections, la dernière présidentielle dans ce pays et qui a demandé à Guillaume Soro de démissionner de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale pour avoir déshonoré la Côte d'Ivoire. À la suite, bien évidemment, de ces deux affaires, le procès du fils de Laurent Gbagbo et surtout ces écoutes téléphoniques au sujet du coup d'État manqué du Burkina Faso. Alors, ces deux faits peuvent-ils aujourd'hui renverser Guillaume Soro? Bon, si c'était quelqu'un d'abord en tant qu'individu respectueux dans un pays démocratique qui respecte les droits de l'homme, qui a des valeurs, oui, parce que le président de l'Assemblée nationale d'un pays ne peut pas être accusé d'avoir fomenté ou financé la déstabilisation d'un pays voisin et rien n'est fait. Donc, normalement, si l'Assemblée nationale ivoirienne était une Assemblée nationale normale, je crois que les députés devaient déjà commencer le procédure de destitution de M. Guillaume Soro. Mais malheureusement, Guillaume Soro, ni la Côte d'Ivoire, même comme la grande majorité des pays africains, les gens n'ont pas de respect. Donc, il n'y a rien qui va arriver. En ce qui concerne la situation du fils Gbagbo Michel, je trouve que
tout à fait normal aussi, parce qu'un président de l'Assemblée nationale, on connaît qu'il était un ancien rebelle. Pour savoir qu'il préside la torture des gens, c'est aussi quelque chose d'affligeant. Ça ternit son image personnelle, ça ternit l'image de la Côte d'Ivoire. Mais une fois de plus, que voulez-vous? Je crois qu'Afin Guessan est dans son exercice, il le fait. Et si c'était Afin Guessan lui-même, est-ce qu'il devait démissionner? C'est la grande question que je lui pose. Voilà, Pascal Afin Guessan qui nous fait savoir que Guillaume Soro a déshonoré la Côte d'Ivoire, qu'il a même humilié toute la République. Alors, est-ce que, juste sur ces petits mots, Guillaume Soro devrait-il vraiment démissionner? Bah écoutez, c'est vrai que c'est une affaire ivoiro-ivoirienne, mais avant de revenir sur la question que vous me posez, j'ai bien envie de demander à Pascal Afin Guessan de faire déjà le compte, n'est-ce pas, aux Ivoiriens, de ce qu'il a fait du FPI, en tout cas de la fraction qui semble lui coller derrière avec le soutien bizarroïde du parti au pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les analystes et tous les intervenants avant l'élection ivoirienne qui l'ont dit. Pascal Afin Guessan serait devenu le FPI du Rassemblement démocratique d'Alassane Dramane Ouattara, ou bien le FPI du pouvoir, voilà, s'il faut faire un peu court. Alors, est-ce qu'il a fait les comptes de cette participation à l'élection présidentielle à son propre parti? Est-ce qu'il a fait honneur au FPI? D'autres disent de lui, comme il dit de Guillaume Soro, qu'il a trahi le FPI et qu'il a trahi Laurent Gbagbo. Maintenant, ce n'est pas à moi de le dire, je ne fais que vous relater un certain nombre de faits et d'éléments qui sont posés sur la table en termes d'analyse. Pour revenir maintenant à cette situation où Pascal Afin Guessan reprend la parole, on va dire, enfin, il parle au moins. On s'attendait à ce qu'il le dise très vite avant, tout au moins pour faire ce bilan-là. Bon, maintenant, il est de bon ton qu'un homme politique comme celui-ci tire les ficelles d'une situation qui arrive à un potentiel adversaire. N'oubliez pas que Guillaume Soro se veut un destin présidentiel tel qu'on le lui crédite, dans une espèce de deal que certains voient entre lui et Alassane Dramane Ouattara pour la succession éventuelle de Ouattara. Donc ce destin présidentiel-là peut intéresser ses potentiels candidats, parmi lesquels forcément il y a Pascal Afin Guessan et bien d'autres. Maintenant, autre chose aussi qu'on pourrait faire comme analyse derrière cette situation, beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs de la scène politique ivoirienne disent aussi que c'est vrai, Soro pourrait être un colis qui devient de plus en plus encombrant pour Ouattara. Et que malheureusement, par rapport au deal que les deux ont, Ouattara ne peut pas dégainer le premier pour abattre Soro. Et si on trouve des personnes intermédiaires comme Afin Guessan ou bien d'autres personnes qui peuvent permettre de mettre des mines sur le terrain de Guillaume Soro et de s'en débarrasser les mains propres à la Ponce Pilate, ce serait de bon ton. Et si Pascal Afin Guessan a déjà pu faire le pas avec le parti au pouvoir pour avoir une liste FPI aux élections alors qu'une bonne frange du parti le refusait, rien ne dit qu'il ne peut pas faire le même pas pour abattre un adversaire potentiel qui lui est un allié peut-être un peu déjà encombrant du pouvoir. Parce que si aujourd'hui on tire à boulet rouge sur le président Ouattara dans des conspirations possibles en Afrique de l'Ouest, c'est qu'on s'appuie sur le statut de chef de guerre de Guillaume Soro et de sa proximité avec Alassane Dramane Ouattara. Et ça commence à être un peu gênant dans la marche de Ouattara. Et comment se débarrasser d'un Guillaume Soro? Des informations plutôt contradictoires qui arrivent du Burkina Faso entre accusations et démentis, l'implication aux côtés des rebelles qui ont finalement permis à Ouattara de se retrouver au pouvoir, beaucoup de tractations. Et donc ce genre d'alliés-là, quand il commence à être un peu encombrant, si on peut avoir des gâchettes externes ou des missiles Tomahawk qui pourraient venir de l'extérieur à longue portée et à distance pour l'éliminer tout près de nous, tant mieux. On dira simplement que nous n'avons rien fait et c'est les conséquences, c'est les autres qui ont fait. Nous, on ne peut que sauver les dégâts. Donc, on est dans un système où, à la fois, les intérêts de Pascal Afin Guessan sont présents, mais certainement aussi, on peut voir les implications du pouvoir dans une situation où, quand même, Guillaume Soro tient les rangs. Il mobilise, il fédère et il a toujours une main mise quand même sur des supposés désormais membres de l'armée qui étaient des anciens chefs rebelles. Donc dans une situation comme celle-là, il semble que Guillaume Soro devient un acteur à la fois incontournable mais aussi à la fois encombrant en Côte d'Ivoire. Alors, Elie Smith, depuis que cette affaire a éclaté, Alassane Dramane Ouattara n'a rien dit. On a vu juste, par exemple, des quelques députés
de l'Assemblée nationale, s'agissant bien évidemment de l'affaire du Fuste Barbeau, se lever et dire que c'est inadmissible que la justice française puisse traiter leur président de l'Assemblée nationale de la sorte. Mais Alassane Traoré Ouattara, pourquoi garde-t-il tout ce silence? Bon, je crois que c'est dans votre langue, le français, qu'on dit que qui ne dit rien consent. Donc je pense que lui, il sait que les accusations sont fondées, il ne peut rien dire. Et de l'autre côté, contrairement à ce que les gens pensent, Ouattara, c'est quelqu'un de bien réfléchi et d'un bon stratège. La preuve en est qu'il a voulu quelque chose, il a eu, dont la présidence de la République en Côte d'Ivoire. Bon, et puis c'est un bon président aussi en termes économiques. Hein. Il n'est pas populiste comme le prédécesseur Laurent Gbagbo. Mais en ce qui concerne son implication ou l'implication de son poulain, en ce qui concerne la déstabilisation de la transition au Burkina Faso, que voulez-vous qu'il dise? Tout le monde sait que si Guillaume Soro est en train d'agir, Guillaume Soro ne peut pas agir sans l'aval de Alassane Dramane Ouattara. Donc je pense qu'il a embarrassé parce que d'aucuns avaient cru que ça devait être avec une réussite chirurgicale. D'ailleurs, même regardez comment Blaise Compaoré se promenait déjà en Afrique et il allait dans des pays qui étaient des pays qui ont soutenu beaucoup de contre-coup d'État pour la révolution démocratique dans les pays africains de ces dernières années. Donc je pense qu'il n'a pas raison à parler. C'est mieux, je crois que sa posture est bonne, de s'asseoir, regarder un peu et d'attendre. Je pense qu'il va attendre M. Roch-Marc Kaboré de revenir. Et M. Roch-Marc Kaboré n'a pas aussi besoin de souffler sous les braises. Ce n'est pas important. C'est arrivé, l'erreur humaine, c'est comme vous partez faire, c'est comme une loterie et ils ont joué, ils ont perdu. Donc voilà, donc je pense qu'il n'a pas besoin de parler. C'est un homme sage qui reste tranquille, qu'il gouverne son pays comme il gouverne si bien. Alors on annonce quand même une sortie de Guillaume Soro à l'Assemblée nationale dans le discours de clôture de la session parlementaire. Certainement, ces deux points, ces deux faits seront à l'ordre du jour. De deux choses l'une. Soit il va ignorer carrément le sujet, c'est aussi une tactique d'expression et politique, soit il va rentrer en plein dans le mille, comme il sait si bien le faire. On peut dire tout ce qu'on veut de Guillaume Soro, il fait quand même partie de cette classe de jeunes Africains qui ont su oser prendre les devants et peut-être même s'imposer dans l'arène politique de leur pays. Et on connaît la verve et la qualité oratoire de Guillaume Soro. Bien évidemment, il va s'en servir dans cette adresse aux députés du Parlement du côté de la Côte d'Ivoire, dans sa posture du président de l'Assemblée nationale, dans sa posture de deuxième personnalité de la République en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que à côté des jeunes comme Blé Goudé et Guillaume Soro, qui sont quand même des jeunes qui ont bousculé, on va dire, le classique, n'est-ce pas, du paysage politique en Côte d'Ivoire, et même donner une certaine image d'une jeunesse africaine qui peut s'intéresser, parce que même être un leader d'une rébellion comme celle qui a fait vaciller le pouvoir en Côte d'Ivoire, il faut avoir du clan, il faut être introduit, il faut avoir des relations au Burkina, à gauche, à droite. Donc, il me semble que c'est des jeunes comme ça, avec Blé Goudé de l'autre côté, qui ont quand même démontré que l'Afrique a une jeunesse qui, si elle a une petite marge de manœuvre, elle peut produire ce qu'on appelle une classe capable de penser pour le pays et le développement de l'Afrique. Dommage qu'on retrouve Guillaume Soro dans des implications un peu mafieuses, mais est-ce qu'il avait le choix? On sait quand même que quand ils étaient à l'université avec Blé Goudé et autres, c'était déjà des leaders d'opinion. On l'a perçu dans leur manière de faire et c'est une progression qui, pour quelques-uns, n'est qu'une suite logique. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va dire aux députés de l'Assemblée nationale? Je vous l'ai dit, soit il va ignorer le sujet, soit il va tirer en mille. Mais s'il parle du sujet tel qu'on voit, on observe la marche et l'ascension de Guillaume Soro, il va certainement envoyer des pics. Il a une manière de poser des problèmes qui lui sont opposés avec une espèce, peut-être pas d'insolence, mais de méprise. Et je suis certain que si on le retrouve dans ce registre, ce sera certainement les propos qu'il va utiliser. Alors, ça serait également là, le déclic de la prochaine campagne présidentielle, puisque Guillaume Soro est annoncé comme
celui-là qui va remplacer Alassane Draman Ouattara dans 5 ans. Alors, est-ce que le combat politique ou la campagne n'est pas déjà lancé avec ces deux hommes aujourd'hui? Pascal Affi-N'Guessan d'un côté, Guillaume Soro, et au centre, ces deux faits, les appels d'écoute téléphonique, et de l'autre côté, ce procès pour torture et autres. Oui, c'est vrai, la campagne est déjà lancée et moi, je ne voudrais pas traiter Affi-N'Guessan de peut-être traître comme les partisans fanatiques de Gbagbo pensent. Gbagbo est en prison, il ne viendra pas demain. Il faut que le flambeau du FPI continue, enfin, le rôle que Pascal Affi-N'Guessan est en train de faire. En ce qui concerne Guillaume Soro, c'est tout à fait normal parce que Guillaume Soro, c'est le monsieur qui a gardé la maison, qui a tenu la rébellion, alimenté financièrement par Draman Ouattara et aidé d'une manière logistique par le grand fouteur de troubles de l'Afrique de l'Ouest qui était Blaise Compaoré. Parce que pour vous rappeler, on ne dit pas ça comme ça. Hein. Il y a un livre écrit par un Ivoirien, paix à son âme, Amadou Kourouma. Le titre c'était « Allah n'est pas obligé ». Il a dit comment Blaise Compaoré a aidé à déstabiliser le Libéria, a aidé à déstabiliser le Sierra Leone. Il a aidé un monsieur là qu'on appelait le caporal Fodé Sanko. Et Fodé Sanko avait un homme de main qui s'appelle Sam Bokari, dit Mosquito. C'est lui qui disait que si tu veux mange long, mange court, il te coupait la main ou le bras. Donc, c'était Blaise Compaoré. Blaise Compaoré aussi a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Peut-être avec la complicité, parce que dans ce procès, on met Charles Taylor Sell en prison. Il faut aussi voir le rôle joué par Henri Konan Bédié, Amara Essi, le premier ministre français de l'époque Lionel Jospin, le président français Jacques Chirac. Voilà les gens qui ont les acteurs de cette politique. Donc, on parle de M. Guillaume Soro, c'est quelqu'un de bien introduit. C'est tout à fait normal qu'il aspire à devenir président de la République. Et ça serait aussi d'une manière loyale de la part de Alassane Ouattara de respecter ce pacte. Et je pense que Ouattara, ce n'est pas comme Gbagbo, c'est un monsieur de parole. C'est un monsieur sérieux. D'ailleurs, même quand vous regardez comment il a changé l'économie sur le plan macroéconomique de la Côte d'Ivoire, vous regardez comment Abidjan est devenu beau. Ce n'est plus devenu une poubelle que Gbagbo avait laissé avec son désordre qui confondait la présidence à l'opposition comme il était leader de l'opposition. Je pense que oui, la campagne a déjà commencé. Les deux figures emblématiques, ça serait Affi-N'Guessan, les gens, et Soro. Et puis Soro a déjà une longueur d'avance parce que il est aux affaires. Il est aux affaires et il va aussi se placer sur le succès économique de Ouattara sur le plan macroéconomique, mais peut-être il aura des problèmes sur le plan de la réconciliation nationale parce que c'est là où Alassane Draman Ouattara n'a pas réussi et il doit faire un effort. En tout cas, il a l'Assemblée nationale, il peut façonner les textes comme il veut à sa guise pour se prémunir. Alors, je voudrais que nous sortions de cette matinale de l'actualité de l'information en allant du côté de la France, où l'on parle désormais d'un pacte républicain pour faire face au chômage et éviter que le Front National monte en puissance. Et ce qui est surprenant dans ce pacte républicain, c'est qu'on trouve les anciens alliés de Nicolas Sarkozy qui sont prêts à aller s'associer avec François Hollande pour réussir ce coup. Alors, c'est une façon de tuer politiquement Nicolas Sarkozy, alors qu'on sait qu'il y a les premiers qui arrivent. Non, c'est que moi je suis un peu content parce que si c'était en Afrique, on devait dire que les Africains ne sont pas loyaux. Non, c'est la nature humaine qui se passe. Et puis, c'est la nature humaine qui s'opère. Et puis, deuxièmement, le problème, c'est qu'il y a un certain, en anglais, des gangs, il y a un certain groupe qui sont en train de se créer contre Nicolas Sarkozy. Bon Dieu, on aime ou on n'aime pas, Sarkozy, c'est un travailleur. Il est en train de mettre les choses en place. Mais pour réussir le pacte républicain contre le chômage, c'est un peu difficile. Parce que c'est la conjoncture économique internationale qui est en train de dicter les choses. Mais peut-être, avec la chute du prix du baril de pétrole qui descend, ça peut déclencher une petite déclic qui peut faire avancer comment on appelle, le pouvoir d'achat des Français et le système économique
stratégie économique mise en place doit être changée. Je crois que la France doit faire une réforme. La France doit avoir un président qui a la capacité de perdre une élection, mais de faire des réformes concrètes qui va faire que la France devienne compétitive. Voilà, on sort avec vous, Patrick. Oui, rapidement, pour dire que c'est peut-être ce qui vaut un très mauvais sondage sur le plan de l'opinion à François Hollande, parce qu'il a eu le courage, même s'il n'est pas allé au bout de ses intentions, de faire des réformes qui font mal. Et c'est peut-être pour ça qu'il est très mal apprécié actuellement. Je n'ai peut-être pas d'affinité pour le Parti socialiste, mais c'est une réalité. Et deuxièmement, le pacte républicain, quand on voit des leaders comme Jospin, comme Fillon, comme Raffarin s'y mettre, c'est qu'il faut reconnaître que Sarkozy a échoué dans son approche au retour avec le Parti des Républicains. C'est qui a d'ailleurs valu la montée en puissance du FN, du Front National de ce côté-là. Et pour terminer, je suis d'accord avec vous que ce pacte républicain, il faut d'abord savoir en quoi il consiste. Il consiste surtout à ne pas avoir des discours politiques sur ces questions de chômage pour davantage envenimer la situation et permettre au FN de surfer là-dessus. Et pour terminer, c'est bon, il y a le pétrole qui commence à retrouver un cours qui peut faciliter l'économie. Et vous savez que la Fed a rehaussé son taux, ce qui fait que le dollar va devenir un peu plus cher. Ça va peut-être rééquilibrer les échanges et l'Union européenne peut bénéficier parce que peut-être les Américains vont davantage maintenant acheter dans le continent occidental. Et qui sait, ça peut sourire à François Hollande, décidément, avec les attentats et un certain nombre de choses. Voilà qu'une campagne pour la présidentielle de Hollande serait de bon ton maintenant. Et Nicolas Sarkozy devrait donc revoir sa politique et sa stratégie. Merci, monsieur, d'être venu ce matin pour échanger avec nous sur ces quelques questions d'actualité. Retrouvons-nous ce soir pour la soirée de l'information. D'ici là, restez fidèles. Nos programmes se poursuivent.